Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal avec ses invités. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Oui, on va s'intéresser à la politique autrement aujourd'hui. On va parler des élections municipales. Et l'invité, eh bien, ce matin, c'est Virginie Gobalou. Bonjour. Bonjour, monsieur Géant. Alors, vous êtes candidate du Parti Socialiste pour les élections municipales sur Saint-Pierre. Les élections municipales, je le rappelle à nos auditeurs, qui se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014. C'est nouveau pour le PS de présenter une femme à Saint-Pierre ? Écoutez, c'est une nouveauté. Moi, je pense que mon parti, le Parti Socialiste, a voulu valoriser aussi la place et le rôle de la femme en politique. Il faut pas oublier que c'est le Parti Socialiste, mon parti, qui a quand même voté pour la parité. Et cette parité, justement, ça permet aux femmes aussi de prendre des responsabilités dans les collectivités territoriales. Et je suis fière, bien sûr, de porter la couleur du Parti Socialiste avec ma section de Saint-Pierre, avec mes militants et mes sympathisants. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais revenir quand même sur un article de presse du GIR, d'ailleurs pour le nommer, qui dit que vous avez commencé votre campagne en fanfare. Ben écoutez, effectivement, j'ai eu la visite surprise d'Erika Barège, puisqu'elle était prise aussi dans ses responsabilités politiques parlementaires à Saint-Denis. Erika m'a fait la surprise de prendre la direction de la route des Tamarins et de venir donc assister à mon meeting de lancement, de même que Monique Orphée. Et c'était tout à fait normal que Philippe Leconstant, en tant que premier secrétaire fédéral du parti, participe aussi à ce lancement. Alors, on va revenir sur le fonctionnement de cette émission. Généralement, le premier quart d'heure est consacré à l'actualité. On ne va pas déroger à cette règle. Vous savez qu'il y a eu il y a quelques jours la grève des gérants de stations-service, des importateurs et des distributeurs de carburant, en quelque sorte. Leur réaction face au décret Lurel, décret qui veut la baisse des prix des carburants. On a l'impression quand même que même si le mouvement est commun, les motivations sont différentes, que l'on soit gérant ou importateur. Les gérants, c'est la sauvegarde des emplois dans les stations. Les importateurs, les distributeurs, c'est la préservation de leur marge. Comment vous réagissez à cette actualité ? Écoutez, monsieur Géant, je suis syndicaliste également dans ma collectivité. Je suis secrétaire général d'un syndicat. Et je suis pour la défense de l'emploi. Je pense que il faut que gérants de stations et SRPP se mettent tous autour d'une table et proposent des solutions pour sauver les emplois dans les stations de l'île. Et maintenant, si le gouvernement a décidé de revoir la marge, je pense que c'est aussi un droit, pour que les Réunionnais aussi sachent quelle est la marge qui est produite par la SRPP. Alors une marge plafonnée à 9% pour les importateurs-distributeurs, en balancement au bas mot 1500 emplois, s'il y avait un choix à faire. Écoutez, moi je suis pour qu'on maintienne les emplois. Ouais. Qu'on maintient les emplois, puisque la Réunion connaît quand même un taux de chômage élevé et il faut tout faire pour sauvegarder ces emplois. Alors justement, on va continuer à parler de l'emploi et notamment de l'actualité, parce qu'il est dit aussi qu'il y a à terme et dans les 3 ans qui viennent la disparition des quotas sucriers, disparition voulue par Bruxelles. Là aussi, c'est l'emploi qui est en jeu. C'est aussi peut-être une possible reconversion que devraient envisager les agriculteurs tout de suite et maintenant, pas attendre 3 ans. C'est un combat perdu d'avance ou pas pour Je pense pas que c'est un combat qui est perdu d'avance. Je pense que le gouvernement prendra en compte la problématique du quota sucrier, entre autres pour la Réunion. Vous savez, la canne, c'est quand même une culture de la Réunion. Moi, je pense que, enfin, je le dis haut et fort, c'est quand même notre patrimoine. Et plus de 10 000 familles vivent de la canne. Je garde espoir que du côté gouvernement et du côté de l'Europe, on puisse ensemble trouver une solution pour sauvegarder la filière canne. Et je pense que là, il y a Monsieur Minacci, il y a Monsieur Vienne, les syndicats de planteurs. Eux aussi, ils ont des propositions à faire. Pareil, ça sera un travail collégial. Il n'y a pas d'autre solution que de se mettre autour d'une table et de réfléchir
réfléchir pour que notre filière, la canne, soit quand même sauvegardée. Là aussi, on a l'impression, par rapport à cette filière agricole, qu'on se retrouve un petit peu dans le même cas de figure que les pétroliers. On a les gérants qui sont sous la coupe des importateurs et distributeurs, et là on a les agriculteurs, les planteurs, qui sont sous la coupe des industriels et des sucriers. On sait largement que la canne à La Réunion est subventionnée, oui. Et on sait aussi largement que ce n'est pas les planteurs qui en bénéficient. Là aussi, il faut redistribuer, il faut rediscuter. Bien sûr, il faut redistribuer les subventions, tant pour la prime bagasse et pour tout ce qui est prime à la plantation et au transport. Moi, je pense qu'il y a des efforts à faire et vous savez, mon père, il a travaillé à l'usine du Gol, et je sais qu'il a travaillé dans des conditions vraiment difficiles. C'est pour ça que je vous dis qu'il est il est primordial, il est primordial que les planteurs se retrouvent aussi dans leur métier. J'en connais pas mal sur Saint-Pierre qui compte même plus de 800 planteurs. Les conditions de travail sont peut-être aujourd'hui un peu meilleures, mais je peux vous dire que si on repart à 25-30 ans en arrière, c'était beaucoup plus pénible, et je pense qu'une solution sera trouvée pour les planteurs, pour sauver cette filière, quoi. Vous êtes sûr que la situation aujourd'hui est bien meilleure? Parce que quand on voit régulièrement dans la presse, quand je dis la meilleure, campagne sucrière, des planteurs qui finalement, comme on dit familièrement, galèrent pour trouver de la main-d'œuvre. Oui, bien sûr. Je pense que quand je dis meilleur, c'est en termes de mécanisation. Je veux dire, il y a quand même des outils, il y a une coupeuse, il y a la coupeuse, et c'est vrai qu'il y a plus ce côté traditionnel. Quand on coupait la canne, on mettait dans un charrette ou dans un camion. C'est vrai que c'est ça. Moi, moi, ça me manque, puisque j'habitais à côté, pas trop loin de l'usine, et ça me manque. Mais ça évolue. Et maintenant, on demande aux planteurs de déclarer aussi la main d'œuvre. C'est tout à fait normal. Et là aussi, il y a matière à réfléchir avec le Pôle emploi, avec les planteurs, les syndicats de planteurs, comment faire pour attirer cette main d'œuvre. Et si on vous parle reconversion, justement, si les planteurs vous interpellaient sur une possible ou impossible reconversion de leur activité, qu'est-ce que vous leur mettriez en avant comme argument? L'autosuffisance alimentaire nécessaire, ou on partirait sur autre chose? Écoutez, la Réunion n'est pas prête pour une autosuffisance alimentaire. Et s'il y a reconversion, j'y vois là Saint-Pierre, par exemple, dans le périmètre de Pierrefonds, on a fait profiter à certains planteurs le photovoltaïque. Ça a créé aussi quelques conflits avec les autres planteurs. Moi, je pense que cette autorisation-là, elle aurait dû être élargie. Généralisée. Toujours, oui, voilà, toujours dans la transparence. Mais malheureusement, ça a été fait pour certains. Je pense que là, c'était aussi sur décision politique, et je sais que ça a créé des conflits. Alors, on va toujours parler d'emploi, parce que je sais que ça vous tient à cœur, en tant que syndicaliste, et vous l'avez rappelé tout à l'heure. Virginie Gobalou, je pense que, comme moi, vous avez dû voir le lancement du premier appel à projet. Un appel à projet dans le cadre de la programmation de contrats aidés supplémentaires. Et là, ça concerne pas moins de 5000 contrats d'accompagnement dans l'emploi, les fameux CAE supplémentaires, à destination des publics en grande difficulté d'accès à l'emploi. Lancement d'un appel à projet, c'est plutôt curieux comme méthode, non? Écoutez, si on lance un appel à projet, moi, je pense que ça peut faire profiter à certains, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits, les demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis plus de 2 ans, 3 ans au Pôle emploi, et qui n'arrivent pas à trouver un contrat aidé dans une collectivité territoriale. Et je pense que si ça peut aider les associations qui sont porteuses de projets, de mettre en place un projet justement dans l'accompagnement médico-social, et faire profiter à ceux qui veulent travailler, qui ont la possibilité de travailler, mais qui ne sont pas entendus auprès des mairies, d'avoir un emploi. Aujourd'hui, c'est un appel à projet qui concerne plus les structures associatives que les individus. Comment on va faire remonter tous ces projets? Et attention, vous avez vu que ces derniers temps, l'actualité aussi a été un peu sulfureuse sur les associations qui jonglaient, et j'utilise volontairement ce terme, avec les subventions des collectivités. Écoutez, c'est un fait. Une association qui n'est pas soutenue par une collectivité, c'est-à-dire par la mairie, le département, la région et l'intercommunalité, ou même par les services de l'État, elle ne pourra pas tenir longtemps.
Mais il faut un contrôle, il faut un suivi, parce que... En tant que syndicaliste, je vous répète, et en tant que politique, je suis pour la transparence. Parce que ça fait quand même 5000 contrats, c'est au bas mot 5000 personnes. Oui. Mais je veux dire, c'est quand même des fonds publics et il faut que l'utilisation soit justifiée. Ouais. Alors, vous êtes dans cette fameuse campagne pour les élections municipales sur Saint-Pierre. Oui. Longtemps, les municipalités ont été les premiers employeurs de l'île. Oui, effectivement, c'était les premiers employeurs de l'île, et les municipalités continuent à recruter justement dans le cadre de l'action sociale, même si l'emploi c'est une fonction régalienne qui relève de l'État. Les municipalités, les collectivités sont là et jouent quand même un rôle d'acteur économique pour recruter en matière d'emploi. Avec la refonte de la fiscalité voulue par le Premier ministre du gouvernement, avec les bruits qui circulent depuis longtemps maintenant de la possible disparition de l'octroi de mer, et on sait que notamment sur ce dernier dispositif, c'est celui quand même qui donne beaucoup de fonds au fonctionnement des mairies. Comment on revoit un petit peu son projet économique? Écoutez, là-dessus, j'ai pas plus d'éléments. Je vais pas vous donner plus d'informations sur une éventuelle suppression de l'octroi de mer. Je sais que il y a une FCTVA. Il faudrait peut-être voir, mais le gouvernement, en la personne du Premier ministre, il a quand même promis de réfléchir lors du Congrès des maires aux possibilités de dotation qui allaient revenir aux collectivités territoriales. Parce que, par exemple, sur les taux de TVA, il y en a qui vont, en métropole en tout cas, on ne sait pas encore nous dans quelles conditions on va être touché. Il y a quand même des taux de TVA qui passent de 7 ou 7,5 à 20%. Vous imaginez les impacts sur les comptabilités des structures, des sociétés et des associations qui vont devoir finalement dire on donne de l'argent supplémentaire à l'État et pourquoi faire? Il y a une remise à plat. Attendons quand même la fin de l'étude pour et commenter après. Très bien. On vous invitera à ce moment-là quand on aura effectivement tous les éléments de l'étude. Ça sera avec grand plaisir. Justement, vous êtes aux élections municipales, vous êtes du parti du président, le Parti socialiste. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que les spécificités locales réunionnaises sont entendues à Paris? Oui, je pense que oui. Je veux dire, le gouvernement est en train de travailler. Ça fait plus de 18 mois que François Hollande est aux commandes, que le Parti socialiste gère la France. Moi, je fais confiance au président de la République. Je fais confiance à son gouvernement. C'est vrai que il faut pas oublier quand même qu'il y a eu auparavant 15 années avec la droite, une droite dure, et dont 10 années avec un président Sarkozy qui a quand même pris des mesures anti-sociales, qui a quand même mis en difficulté notre économie, enfin l'économie nationale, qui a quand même mis en difficulté l'artisanat. Et je pense que ce gouvernement-là, il faut lui laisser le temps de travailler sur les décisions. Certaines décisions peuvent paraître impopulaires, mais je pense que l'objectif recherché, c'est quand même la sauvegarde de l'emploi, la sauvegarde aussi de la croissance de la France sur le plan européen et international, et je fais confiance au gouvernement. Vous auriez vu, vous, une réunionnaise ou un réunionnais, ministre de l'Outre-mer, où vous vous êtes dit, quand vous avez entendu la nomination de Victorin Lurel, dire encore un Antillais? Non, j'ai écouté. On a Sophie Élyséon quand même, qui est effectivement dans l'entourage du gouvernement. Oui. Mais un poste moindre, mais un poste de ministre de l'Outre-mer, c'est aussi un ministère, un portefeuille particulier. Oui, des propositions ont été faites à certains parlementaires, mais là, je ne vais pas répondre pour ces parlementaires. Il faudrait peut-être leur poser la question. Et il semblerait avoir décliné tous, les propositions. Oui, voilà, c'est ce qui a été dit. Pourquoi c'est un poste à risque? Pas du tout, au contraire, ça met en valeur le travail de l'élu réunionnais. Alors, on va marquer une première pause, Virginie Gobalou. On va revenir avec vous pour la suite de l'émission. On est encore ensemble pendant une demi-heure et on va rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, ce sont les élections municipales sur Saint-Pierre. À tout de suite. Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu.
Jean-Pascal et ses invités. Voilà, et donc nous sommes ensemble jusqu'à midi en compagnie de Virginie Gobalou, candidate du Parti Socialiste pour les élections municipales sur Saint-Pierre. On va faire connaissance, Virginie Gobalou. D'abord, expliquez-nous qui vous êtes. Alors, je voudrais saluer mes amis Saint-Pierrois et Saint-Pierroises qui m'écoutent sur le net. Dommage que le mégahertz n'arrive pas jusqu'à Saint-Pierre. Ça sera au cours d'un prochain appel. Mais par le biais du net, je sais que mes amis m'écoutent. Je voudrais donc les saluer aussi les auditeurs de votre station qui nous écoutent dans le nord, dans l'est et dans l'ouest. Voilà. Vous savez, pour moi, la politique n'a pas de frontières, hein, et même si mes amis ne peuvent pas m'entendre sur la radio, mais par le biais du net, on a cet avantage. Alors quand vous dites la politique n'a pas de frontières, c'est pour ça que vous avez traversé les courants politiques. Rappelez-nous d'où vous venez. Écoutez, je suis Saint-Pierroise. Je représente donc, je suis candidate pour le Parti Socialiste. Je suis mère de famille et comme je vous l'ai dit et rappelé tout à l'heure, j'ai un parcours de militant qui date de 25 ans. J'ai débuté en politique, j'étais très jeune, et ma grand-mère, elle était militante au Parti communiste réunionnais. Moi aussi, j'ai été adhérente au PCR et en 2008, fin 2008, j'ai pris mon adhésion au Parti Socialiste. Je suis dans le champ social puisque je travaille dans une collectivité territoriale, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, syndicaliste. Et mon parcours de militant m'amène aujourd'hui, après 25 années, 25 années dans le champ social, m'amène à présenter ma candidature pour Saint-Pierre. Parce que vous savez, j'aime ma ville, je connais les problématiques de Saint-Pierre et je sais que Saint-Pierre a besoin d'un nouveau souffle, avec une nouvelle équipe, pour la rendre beaucoup plus dynamique. Alors on va en parler de ce programme, on va en parler effectivement des objectifs que vous avez pour cette ville du Sud, mais je vais revenir encore sur vous, sur votre personnalité. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer en politique? Est-ce qu'on entre en politique? Ce ne sont pas mes parents. Comment on entre en religion? Écoutez, je peux vous dire que ce ne sont pas, disons, mon père, puisque j'ai perdu ma mère très jeune. Mon père, à un certain moment, il n'était pas d'accord pour que je m'engage en politique, puisque lui-même il était militant. Et il me dit que il m'a dit à plusieurs reprises que c'est difficile quand même de se lancer en politique. En plus, moi, je suis une femme, et il m'a demandé de bien réfléchir. Donc je me suis lancée. C'est par rapport aussi à mon enfance, Monsieur Jehan. Vous savez, je viens d'une famille très pauvre. J'ai perdu ma mère, j'avais 6 ans, donc j'étais orpheline. Donc à cet âge, mon père s'est remarié et je peux vous dire que j'ai vécu une grande misère. Et après la mort de ma mère, quand je vois les enfants de la Creuse, mon cœur pince puisque nous-mêmes nous avons failli être enlevés à papa pour être placés dans des familles. Heureusement, il a tenu bon. Et ça fait que, en voyant cela, je me suis dit un jour, je veux contribuer au développement de mon île. C'est vrai, il y a eu cette souffrance-là pendant mon enfance, cette souffrance que j'ai vécue parce que j'allais être quand même enlevée de mon papa. Et puis je voyais aussi mon père travailler très dur, travailler à l'usine. Il était saisonnier. Et il vivait de la pêche pendant l'entrecoupe et il y avait des aides, et quand on était de gauche, on partait dans une mairie, souvent quand on était de gauche, on n'avait pas droit aux aides, on n'avait pas droit aux aides sociales, et ça fait que ça m'a motivé encore plus. Ça m'a motivé encore plus et je me suis dit un jour, je travaillerai pour mon île, je ferai avancer mon île, je contribuerai à mon île. C'est aussi peut-être votre engagement syndicaliste qui vous a aussi conduit en politique. Vous savez, Monsieur Jehan, je milite contre toutes les formes de discrimination, toutes les formes d'injustice qui peuvent être commises sur les personnes qui sont en grande difficulté. Et c'est de là aussi qu'est parti mon engagement politique et mon engagement de syndicaliste. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de votre bilan, vos projets pour Saint-Pierre. Oui. On va peut-être partir d'un constat et d'un bilan de l'existant, de la situation saint-pierroise. Il y a quand même de bonnes choses qui se sont faites dans cette qu'on appelle familièrement cette capitale du Sud. On a de grandes manifestations culturelles désormais, comme le Sakifo, de grandes manifestations sportives, comme le Grand Raid. Oui. On a aussi de projets économiques de développement, comme le nouveau complexe commercial et d'affaires Casabona
du groupe Kadji. Oui. On va pas tous les citer, mais apparemment le maire sortant a un certain nombre de projets en cours, à venir. C'est un bilan satisfaisant pour vous écoutez, déjà ? moi, non, je l'ai dit sur d'autres stations de radio, je l'ai dit à la presse. Pour moi, ce bilan, il est pas bon. Il n'est pas bon puisque il n'est pas équitable. On a développé certains quartiers de Saint-Pierre et on a oublié les écarts. Quand je vous parle des écarts, je vous parle bien sûr d'un quartier comme Montvéaléo. Quand vous partez sur Montvéaléo, il n'y a aucune infrastructure. Donc on s'est essentiellement consacré au centre-ville. Écoutez, c'est le développement. On a refait la rue des Bons Enfants, on a refait tout ça. Mais écoutez, au bout de 30 ans, il fallait poursuivre les travaux, il fallait refaire les travaux de la rue des Bons Enfants. Ça n'avait pas été fait depuis plus de 30 ans. Mais en termes d'innovation, l'actuelle majorité n'a pas innové. Si vous parlez les infrastructures qui sont là, le port de Saint-Pierre, l'aéroport, l'université, ça a été fait dans la précédente mandature. La municipalité actuelle a entrepris les travaux. Mais je veux dire, quand il est arrivé, la RHIDR Dominique, même s'il y a eu des soucis par rapport au Salin, la RHI de Tanambo, les travaux ont été engagés par l'actuelle municipalité, mais les études ont été faites par l'ancienne mandature d'Élie Waro. Alors justement, vous dites quoi? Donc finalement, qu'ils n'ont fait que la continuité de ce qui avait été lancé précédemment. Il y a une continuité donc dans les projets, une continuité des travaux. Mais je peux aussi vous dire, je prends l'exemple de la ZAC de l'océan Indien Terre Sainte. Vous savez, dans les années 90, plus exactement 94, le sous-préfet Philiseau était encore à la Réunion et la mairie de Saint-Pierre avait commencé donc une étude sur un projet de ZAC. Zone d'activité concertée. Voilà, non sur c'est sur le projet d'habitation. Ouais. D'habitation. Je me rappelle même, il était question de réserver une parcelle pour des travailleurs qui percevaient le SMIC. Ça n'a pas été le cas puisque beaucoup de Saint-Pierrois ont vu que il y a eu une bonne partie des parcelles qui ont été réservées à des cadres. Et ça c'était quand même sur un financement public. Il faut se dire aussi qu'il y a eu quand même un financement de l'État. On a réservé une bonne partie des parcelles pour des cadres, pour des personnes qui avaient quand même un revenu assez élevé, alors qu'en face il y a quand même quelques logements, très peu, qui ont été réservés pour l'accès à la propriété. Et la municipalité aurait dû mettre l'accent justement sur l'accès à la propriété. L'accès à la propriété et aussi favoriser aussi l'attribution de logements aux Saint-Pierrois. Ce qu'on a loupé finalement, ce que vous dites à Saint-Pierre, ce qu'on a loupé, c'est la mixité sociale. Oui, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, on l'a loupé. Je pense que la mixité sociale, si on veut quand même améliorer le cadre de vie, aurait dû être mieux pensée. Mieux réfléchi. Et pour moi, l'actuelle majorité n'a pas innové. Je reviens sur un site que vous avez cité tout à l'heure, Pierrefonds Badelel, puisqu'on a voulu développer effectivement un aérodrome ou en tout cas un aérodrome, et le faire développer en aéroport régional dans le sud. Oui. Finalement, on n'atteint pas les objectifs que l'on s'était fixés. Pas du tout. J'apprends que finalement, c'est quoi l'avenir de Pierrefonds? Écoutez, je rencontre actuellement l'avenir que vous lui souhaitez. Écoutez, moi, je souhaite le meilleur avenir pour Saint-Pierre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime ma ville, j'aime ma commune, j'aime les Saint-Pierrois et les Saint-Pierroises. Je voudrais du bien pour ma ville. Je voudrais qu'on redore le blason Saint-Pierrois. Pour Pierrefonds, j'ai rencontré des planteurs sur Pierrefonds et j'en ai même rencontré un hier soir qui est en procès puisqu'on veut lui imposer un prix. Alors on a fait une expropriation il y a plus de 10 ans. On a exproprié des planteurs et ces terrains-là sont toujours en friche. Ces terrains-là sont toujours en friche. C'est-à-dire là, l'actuelle majorité, quand je vois, c'est plus de la communication qu'ils ont voulu faire. Les élections approchent, on vote dans 3 mois, et on utilise la communication. On installe des panneaux dans Saint-Pierre. Bientôt la construction de logements. Bientôt la ZAC de Pierrefonds. Pour moi, c'est de la communication. 13 ans de mandat pour l'actuel maire. Qu'est-ce qu'il a fait de ces 13 ans de
mandat, je pense qu'il aurait dû associer les socioprofessionnels de Saint-Pierre, les investisseurs, et proposer ce projet-là bien avant, mais pas à 3 à 4 mois de l'échéance électorale. Qu'est-ce qui fait justement que ça n'ait pas fonctionné? Parce que on peut pas nier quand même qu'il y a eu des volontés de développer les zones d'activité, Pierrefonds, même en centre-ville, même dans... Il y a eu aussi des volontés de développer des commerces, des zones industrielles, et on a l'impression qu'il n'y a pas eu de concertation au préalable. Ça stagne. Moi, je pense que qui est à la tête, c'est vrai que c'est le maire. Je veux dire, il est quand même le premier magistrat, mais en tant que premier magistrat, maire d'une commune, on doit innover, on doit impulser, on doit favoriser, vous savez, l'attractivité économique. On doit proposer des solutions. On doit interpeller les chefs d'entreprise, leur demander de venir s'installer. C'est un moyen aussi, excusez-moi, c'est un moyen de relancer l'activité économique. Mais si on ne propose pas, si on n'ouvre pas les portes de la municipalité aux investisseurs, ils ne viendront pas. Qu'est-ce que vous avez à leur proposer, vous? Écoutez, nous dans notre programme, le programme que nous proposons aux Saint-Pierroises et aux Saint-Pierrois, aux socioprofessionnels, c'est de mettre en place une commission action économique. Et dans cette commission action économique, il y aura de la transparence. C'est-à-dire, on veillera au développement, on veillera aussi à proposer une location d'abord aux entreprises saint-pierroises, puisque j'entends qu'on dise là, si on prend les terrains, on achète les terrains à 15,24 €, donc le mètre carré, on peut louer une parcelle à 1 000 €. Qui pourra s'installer à 1 000 € le mètre carré dans cette zone? Il faut réfléchir au coût, au coût de location. Si on veut attirer l'investisseur qui arrive, il devra donc faire l'acquisition de sa parcelle, soit en location. Il devra aussi construire, monter l'infrastructure, monter son entreprise. Je veux dire, il faut réfléchir aussi au coût au montant de la location, au mètre carré. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes dans une zone très ventée. Il y a le vent, il y a beaucoup d'alizés, il y a le Salin, et les investisseurs devront aussi s'adapter au Salin quand ils vont, construire leurs bureaux. Il y a un coût, il y a un coût dans le matériau qui sera utilisé, et en plus de payer un coût de location très élevé. Et il y a aussi un phénomène qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous ne sommes pas sortis de la crise économique, contrairement à ce il y a que le certains contexte pourraient économique. penser. Donc là, effectivement, comment une municipalité peut s'engager à accompagner des porteurs de projets, des chefs d'entreprise? C'est par le biais de quoi? C'est des pépinières d'entreprise? C'est des partenariats avec les chambres consulaires? Écoutez, déjà, si on a cette commission action économique, je veux dire, si on ouvre la table aussi à la négociation, si on fait la maison de l'emploi, en plus, on n'a pas de lieu à Saint-Pierre, on n'a pas de salle d'activité comme à Saint-Denis, la DPO, bien comme le hall des expos au port. On n'a pas ça à Saint-Pierre, nous. Il faut proposer des solutions, proposer la logistique aux entreprises pour qu'ils viennent s'installer. Les logistiques aux entreprises, c'est les entreprises qui donnent de l'emploi. Donc c'est bien aussi sûr. La mairie elle seule ne pourra pas recruter on disait tout à l'heure, des c'est chômeurs. fini. La mairie elle seule, non, je vais pas tomber dans un discours populiste ou dans un discours démagogique. Non, la mairie elle seule, il faut le reconnaître, ne peut pas recruter l'ensemble des chômeurs. Mais quand on ne peut pas recruter l'ensemble des chômeurs, il faut aussi mener une politique dynamique, une politique concertée, une politique transparente pour attirer les entreprises. Aujourd'hui, il y a quoi? Quel est le taux de pourcentage sur Saint-Pierre de chômeurs, de demandeurs d'emploi? Saint-Pierre compte plus de 17 000 chômeurs. Et Saint-Pierre, c'est la première ville, après Roubaix, à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Elle est deuxième sur le plan national, et c'est la première commune à vivre en dessous du seuil de pauvreté. 17 000 chômeurs. Là-dedans, on retrouve beaucoup de jeunes, et malheureusement, on retrouve beaucoup de femmes. C'est-à-dire aussi des gens qui sollicitent en quasi-permanence le centre communal d'action sociale? Bien sûr. Comment on gère justement écoutez, nous, on propose à ce que le CCS ne devienne pas un guichet électoral comme il est actuellement. On ouvre les vannes à 4 mois des élections. On propose des petits contrats, on propose des aides financières, on propose des bons alimentaires, mais on ne donne pas une priorité aux familles qui en ont le plus besoin. C'est un guichet électoral, je peux vous dire. On reprend les anciennes méthodes, pour moi, qui sont des méthodes malsaines. On donne du ciment, de la tôle, des pratiques des temps oubliés. Voilà, on revient à des pratiques des temps oubliés. Et je trouve que c'est dommage.
Je trouve que c'est dommage que notre CCAS, qui doit être divisé en pôles, action, famille, parce que je suis du social, hein, dans ma collectivité, je suis dans le social. Alors, on aurait dû mettre en place, faire des pôles, créer des pôles famille, enfance, personnes âgées, personnes handicapées. Et là, on aurait pu proposer des solutions pour que tout le monde se retrouve. Hein, faire ce travail de partenariat avec la CAF, avec la sécurité sociale, avec le Conseil général. Il est peut-être fait, mais pas suffisamment développé. Le social, c'est aussi, ça va de pair avec l'éducation, la formation. C'est aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes autour de la vingtaine de plus en plus diplômés qui ne trouvent pas d'emploi. L'éducation aussi, on le voit aussi avec le nouveau programme éducatif et scolaire qu'on prépare pour les écoles et qui n'a pas toujours bonne oreille du côté des enseignants. Comment on gère aussi cette situation? Parce que, faut le rappeler, le bâti scolaire du primaire est à la charge des municipalités. Écoutez, pour Saint-Pierre, moi j'ai été à la ligne des bambous, je peux vous dire qu'il y a nos enfants sont dans des préfabriqués depuis 6 ans en compagnie de rongeurs. Les préfabriqués. Voilà, des rats. Ouais. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Je pense que là, on aurait dû accorder une priorité, faire en sorte de travailler sur une reconstruction de cet établissement. Maintenant, si vous me posez la question sur la semaine des 4 jours et demi, je pense que là aussi, il faut travailler en concertation avec les associations de parents d'élèves, avec l'équipe enseignante. On ne peut pas imposer 2 jours. Et lors de ma tournée, j'ai été interpellée par un papa et il me disait, Madame Gobalou, sur la semaine des 4 jours et demi, il va falloir qu'on réfléchisse. Il va falloir. Parce que c'est l'organisation de la famille. Bien sûr, c'est l'organisation. Et aussi des charges financières supplémentaires pour la collectivité. Écoutez, on va revenir là-dessus, mais moi, je parle plus en termes d'organisation. Il me dit, vous vous rendez compte si la municipalité nous impose le samedi matin, comment on va faire pour moi? Je suis un papa, j'ai la garde alternée de ma fille, je la prends j'ai sa garde à compter du vendredi, donc je suis obligée de couper le samedi matin et de déposer ma fille le dimanche. Est-ce qu'on a pensé au bouleversement qu'il pourrait y avoir dans l'organisation familiale? On va marquer une pause, Virginie Gobalou. On va revenir sur ces notions d'éducation, justement. Oui. On marque une pause et puis on revient avec vous pour la dernière ligne droite, le dernier quart d'heure. Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jean. Le dernier quart d'heure de Jean-Pascal avec ses invités. Voilà, mon invité donc pour Info-Cité, ce nouveau numéro d'Info-Cité, c'est Virginie Gobalou. Elle est candidate du Parti socialiste pour les élections municipales sur Saint-Pierre. Alors Virginie Gobalou, on parlait effectivement d'éducation. Je reviens sur cette notion du bâti scolaire. Vous disiez qu'aujourd'hui, bon nombre d'écoles étaient effectivement des préfabriqués, dans des conditions sanitaires un petit peu déplorables, puisque vous disiez qu'il y avait effectivement des rongeurs. Aujourd'hui, il y a combien d'écoles primaires sur Saint-Pierre? Parce que je le disais et je le rappelais, les écoles primaires sont de la responsabilité, de la municipalité. Écoutez, il y a 42 établissements scolaires qui relèvent de la municipalité de Saint-Pierre. J'ai oublié de vous parler aussi de la situation d'une école à la Ravine des Cabris, qui compte 600 élèves. 600 élèves dans une cour. Je ne dis pas qu'il n'y a pas suffisamment de place, mais je pense que pour un directeur, gérer 600 élèves, c'est beaucoup. Oui, c'est au bas mot 1000 par an. Voilà. Et là encore, je pense que la municipalité aurait dû porter une attention particulière sur la situation de cet établissement qui compte quand même 600 marmailles. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, il y a aussi dans ce que vous proposez de revoir un petit peu, non pas de reformater les quartiers, de redécouper, mais peut-être d'envisager la politique de quartier différemment? Bien sûr, c'est nécessaire, c'est indispensable de refaire cette politique. Je reviendrai aussi sur les moyens. On me dit que nos écoles à Saint-Pierre, j'ai interrogé. C'est bon, les classes ne sont pas surchargées ici. Je veux dire, quand on construit des logements sociaux, quand on urbanise certains quartiers de Saint-Pierre, il faut penser aussi aux infrastructures. Ben oui, ça va de pair. Quelles que soient les infrastructures sportives, culturelles, il y a presque pas.
dans Terre Sainte, dans Grand-Bois, rien du tout à Montvéaléo, à la Ravine des Cabris, il y a un moulin à café. Mais je veux dire, il faut aussi prévoir des écoles, et ça, c'est quand même une politique qui est plus importante puisque la compétence dans la construction et l'entretien des écoles relève de la commune. Et je vous dirais aussi, puisque il y a aussi une participation maintenant de la région effectivement dans les dans des EPCI et des dans le cadre de contrats d'aide aux communes, il y a quand même une participation de la région. Il y a aussi une participation du Conseil général. Vous avez déjà dressé la liste? Écoutez, j'ai pas tout dressé, mais vous avez fait un inventaire à l'après-vert ou pas? Écoutez, on y travaille. Notre équipe y travaille puisque nous avons quand même dans notre section à Saint-Pierre des directeurs d'école, des enseignants, beaucoup d'enseignants, donc qui sont aussi dans mon équipe de campagne. On y travaille et je pense qu'on pourra présenter aux Saint-Pierroises et aux Saint-Pierrois un bon programme puisqu'il s'agit là de la réussite éducative de nos enfants. Et vous savez, je suis maman, je suis pour que nos petits enfants, nos enfants réussissent sur le plan scolaire. Ils doivent prendre des responsabilités plus tard. Qu'est-ce qui a motivé les gens qui vous ont rejoint dans votre équipe? Vous Ben, leur avez demandé, parce que vous n'avez pas ouvert la porte à n'importe qui, n'importe comment. Écoutez, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne mets pas en avant le fait que je sois une femme. Hein. Je veux dire, moi, j'ai ce relationnel-là avec les Saint-Pierrois. Je ne me vante pas, mais j'ai toujours respecté les gens. Quelle que soit leur étiquette politique, j'ai toujours respecté la personne qui est en face de moi. Et je pense que ils ont vu, hein, certains savent aussi ce que j'ai fait pour Saint-Pierre. J'ai quand même été assistante de groupe politique, j'ai accompagné les familles en difficulté dans l'amélioration de leur habitat pour avoir un logement, dans le cadre de la mobilité aussi de nos jeunes en métropole. J'ai aussi travaillé avec les travailleurs sociaux du CNARM. J'ai quand même accompagné beaucoup de familles. Quand je suis sur le terrain, certains me rappellent ce que j'ai fait pour eux il y a 10, 15, 20 ans. Et je peux vous dire que j'en ai tellement accompagné que je me souviens plus de ce que j'ai pu faire pour certaines familles. Mais il y a aussi ce côté-là, cette reconnaissance de ce que j'ai fait, du travail que j'ai accompli pour la population saint-pierroise. Et je pense que c'est ça qui a motivé aussi la confiance de mon équipe à mon égard. Vous avez lancé votre campagne il y a quelques jours déjà. Oui. Bien sûr, pas du porte-à-porte, traditionnel porte-à-porte. C'est-à-dire que vous allez au contact des gens. Oui. Quel est aujourd'hui les discours qui vous tiennent, les attentes qui vous formulent? Écoutez, moi, là, je profite aussi pour remercier les familles saint-pierroises qui m'accueillent chaleureusement. La première question, on me dit, Madame Gobalou, il faut, je veux dire, les élus nous promettent trop. Et Madame Gobalou, quand on part à la mairie, on part pour un emploi, on n'est pas entendu, parce qu'il faut faire la différence, être entendu et être écouté. Pour moi, c'est pas la même chose. Être entendu, et écouté. On me dit aussi que le maire il a promis un travail par famille et c'est pas le cas. Souvent, on voit que l'emploi, il est distribué dans la même famille et pour les mêmes personnes. On me dit aussi il faut que les élus soient beaucoup plus présents. Beaucoup plus présent, beaucoup plus disponible. Et on me dit aussi, Madame Gobalou, notre ville de Saint-Pierre, elle est pas propre. Il faut nettoyer notre ville de Saint-Pierre, alors que c'est dommage. Notre maire est aussi président de Civis, et il faut nettoyer. On nous dit aussi qu'il y a un grand manque de sécurité à Saint-Pierre. C'est quand même une ville qui reçoit quand même pas mal de personnes les week-ends, mais il y a un grand manque de sécurité à Saint-Pierre. On relève quand même pas mal de problématiques, aussi bien dans l'attribution de logements, et on me dit souvent qu'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de transparence à Saint-Pierre, il y a ce clientélisme, il y a ce favoritisme, et il faut que ça s'arrête. Il y a des situations que vous avez découvertes, il y a des gens que vous avez rencontrés justement dans ce porte-à-porte des situations qui vous ont ému. Vous attendiez à trouver certaines situations? Oui, j'ai trouvé. Vous savez, la misère. Je dis toujours, la misère, elle est devant notre porte. Elle est ici à La Réunion. Il y a quand même beaucoup de familles qui vivent dans la misère. Il faut pas se cacher. Il faut le dire. Effectivement, quand je rentre dans les cases, je vois la misère. Je vois la misère quand une famille vous dit, écoutez, je suis bénéficiaire du RSA. Ma fille, elle a un diplôme, elle veut travailler. Elle n'a pas la possibilité d'avoir un emploi. Elle n'a pas la possibilité d'avoir une formation justement pour qu'elle puisse occuper un poste. Et quand on va à la mairie, on essaye de demander une aide financière, on nous dit qu'il faut attendre et ça prend trop de temps.
Effectivement, quand je vois des familles qui arrivent en fin de mois et qui n'ont plus les moyens d'acheter à manger pour leurs enfants, d'acheter du lait ou du yaourt, et quand vous êtes maman, je peux vous dire que ça fait mal. Je rencontre aussi les artisans qui me disent, Madame Gobalou, nous, ce mois-ci, on ne prend rien pour nous. On n'a pas de salaire. On profite pour payer le salaire de nos ouvriers. Nous aussi, nous sommes des artisans, des travailleurs pauvres, des chefs d'entreprise pauvres. Et ça, je peux vous dire qu'il y en a pas mal à Saint-Pierre. Puisque pourquoi? Ils arrivent même plus à avoir un petit contrat d'entretien à la mairie de Saint-Pierre. Ils se disent, s'il faut être dans les souliers des petits élus, nous, c'est pas notre rôle. On est des acteurs économiques de la ville et on mérite aussi d'avoir des petits contrats d'entretien. On répond au marché public, on respecte le code du marché public, mais quand vous voyez que c'est les mêmes qui obtiennent des petits contrats d'entretien, là aussi, c'est pas normal. Vous connaissez bien Saint-Pierre, vous connaissez bien la région de Saint-Pierre, mais quand vous rencontrez ces gens, que vous finalement vous faites un état, un bilan de cette situation, vous vous rendez compte de l'ampleur du défi? Saint-Pierre, c'est quand même une commune, allez, on va arrondir à 96 km², plus de 80 000 habitants. Elle a 4 zones industrielles, elle a aussi des zones artisanales, il y a le CHU, il y a le RPIMA, le RSMA, il y a l'université, il reste encore beaucoup à faire pour Saint-Pierre. Il y a des atouts qu'il faut valoriser. Ces atouts-là, il faut valoriser puisque ça peut être aussi créateur d'emplois. On ne doit pas négliger la plage de Saint-Pierre. On ne doit pas négliger aussi les hauteurs de Saint-Pierre, par exemple Montverléo. Je cite ce quartier parce que c'est un quartier qui a été oublié. Il y a aussi Bois d'Olive. On peut encore voir quelles sont les possibilités aussi d'accueillir une zone d'activité à Bois d'Olive. Il faut créer des logements, il faut construire des logements, mais il y a aussi de la place pour que les entreprises viennent s'installer à Bois d'Olive, pour que les entreprises s'installent aussi dans le périmètre de l'usine. Je prendrai aussi cet exemple que je vous ai pas cité tout à l'heure, la clinique qui a été construite à Pierrefonds. Pas un jeune de Pierrefonds y travaille. Pas un jeune de Pierrefonds. Moi, j'ai dit à Monsieur le maire, quand on était sur la chaîne publique, je lui ai dit, pourquoi vous n'avez pas aidé les jeunes de Pierrefonds? Peut-être leur donner aussi la possibilité de se former pour qu'ils puissent avoir un emploi au sein de la clinique. Pas un jeune. Il y a eu la construction du Leclerc sur la ravine des Cabris. Vous savez, il n'y a qu'un jeune qui a Bac+2 qui travaille dans le Leclerc à la ravine des Cabris. Il y a un fait aussi qui illustre malheureusement les premières pages des faits divers dans la presse quotidienne régionale, c'est l'insécurité. Parce que Saint-Pierre, depuis quelques mois en tout cas, apparaît très très souvent au titre des faits divers. Ça vous interpelle? Quelles sont les solutions pour Écoutez, l'insécurité est grandissante à Saint-Pierre, que ce soit sur le front de mer de Saint-Pierre, là où il y a les discothèques, mais aussi dans les écarts. J'ai rencontré il y a 2 semaines une dame qui attendait son bus. Elle attendait son bus. Elle s'est faite agresser violemment par 2 jeunes. Elle a été frappée. Et là, je pense qu'il y a un travail en partenariat à mener avec la police municipale et la police nationale. Il faudrait peut-être réactiver le dispositif du Conseil de prévention de la délinquance. Utiliser les fonds. Je vois que la mairie de Saint-Pierre a voté un budget de 39 000 euros et il y a un budget de 32 000 et quelques euros là pour du côté de l'État. Moi, je pense qu'il faudrait réactiver ce dispositif, non pas proposer à des jeunes des sorties en bus. Je pense qu'il y a aussi de la prévention à faire. Il y a de la prévention à faire, mais là, il faudrait peut-être passer aussi aux moyens logistiques. C'est-à-dire quoi? Des maillages dans les quartiers sous forme de comités de quartier, d'activités, d'organisation. Écoutez, il y a ça à faire. Il y a aussi un travail à faire dans les quartiers, mais il y a aussi ce gros travail-là à faire en partenariat avec les forces de l'ordre. Parce qu'on pourrait vous dire aussi, oui, mais si les enfants sont délinquants, c'est-à-dire que c'est les parents qui laissent faire. Écoutez, moi je mets pas en cause les parents, l'éducation des parents. Vous savez, il faut pas tout reporter sur les parents. Je veux dire, après il faut aussi il faudrait aussi que les pouvoirs publics se donnent les moyens aussi de venir en aide aux parents. Je veux dire, moi, je ne vais pas attaquer les parents. Je suis moi-même maman, et je pense que quand on est maman, quand on est papa, on veut du bien pour nos enfants et on fait tout pour donner à nos enfants cette éducation pour que nos enfants deviennent responsables de demain. Alors, Virginie Gobalou, vous l'avez dit tout à l'heure, Saint-Pierre fait partie d'une intercommunalité, c'est la Civis. La Civis, oui. Comment vous voyez-vous justement la place de Saint-Pierre et le fonctionnement de Saint-Pierre dans le fonctionnement global d'une intercommunalité, c'est-à-dire travailler, gérer, vivre, cohabiter, coexister avec d'autres municipalités qui n'ont peut-être pas
ni les mêmes envies, Oui. ni les mêmes besoins, Oui. ni même la même politique, ni même Oui. la même couleur politique. Ben, écoutez, l'intercommunalité à La Réunion, c'est vrai que que ce soit dans les 4 régions de l'île, les mairies qui en font partie n'ont pas toutes les mêmes valeurs, les mêmes couleurs politiques. Les mêmes valeurs politiques. Moi, je pense qu'il faut travailler sur des thèmes très importants, très importants. Qu'il s'agit quand il s'agit de mutualiser les moyens, mutualiser les moyens en termes d'infrastructures sportives. Et Saint-Pierre en a bien besoin. Saint-Pierre en a bien besoin. Je pense qu'il faudrait prendre aussi les problématiques de chaque commune, de Saint-Louis, de Petite-Île, de l'Étang Salé, des Avirons, et les problématiques aussi de Saint-Pierre, puisque c'est quand même la plus grande commune par rapport aux autres qui font partie de l'intercommunalité de la Civis. En tout cas, merci Virginie Gobalou d'avoir accepté cette invitation et d'être venue présenter votre programme. Je rappelle que vous êtes candidate du Parti socialiste pour les élections municipales sur Saint-Pierre. Alors, je vous souhaite une bonne campagne. Je vous remercie aussi pour votre invitation. Je remercie Plus FM. Je remercie aussi les auditeurs et je remercie aussi les Saint-Pierrois et les Saint-Pierroises qui m'écoutent sur le net. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.